Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je complète une vidéo que j'ai faite il y a bientôt 4 ans où je disais, où je m'interrogeais, où je proposais qu'il n'y avait pas assez d'humains dans l'univers. C'est une thèse que je défends ardemment dans mon livre Leipzbock, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. À l'inverse, aujourd'hui je me pose cette question à l'échelle plutôt de la Terre, à un horizon plutôt court et moyen terme, à l'échelle de l'épopée spatiale des humains. Je me demande si en fait il y a encore assez de place pour tous les humains sur Terre, et ce, non pas pour des raisons de ressources, de nourriture, d'énergie, etc., mais plutôt sur du bien-être et l'exploitation de notre nature. Si tu as déjà eu l'occasion de te balader dans des lieux peu parcourus, peu visités, tu as dû sentir comme c'est grisant de découvrir un endroit, d'explorer, d'avoir la sensation d'être le premier humain qui te rend quelque part. En tout cas, depuis quelques jours, semaines, mois, années. Et voyant que les espaces un petit peu, on va dire, naturels, les espaces où il n'y a pas d'humains sont grignotés tout doucement, mais quand même. Euh, les villes s'étendent un peu dans toutes les directions, elles absorbent les petits villages qui étaient entourés de champs, qui même étaient entourés de forêts. Et du coup, ça repousse les champs, ça repousse les forêts. Alors, oui, il y a plus de forêts en France, mais en même temps, il y a quand même de plus en plus d'espaces urbanisés. Des espaces goudronnés, bétonnés, des espaces en fait aussi où on ne peut pas s'affranchir de la présence d'humains. Et j'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir des jardins secrets, des lieux privés dans lesquels tu peux être seul. Et donc, avec la réduction de ces espaces un peu inexplorés ou peu parcourus, je m'inquiète un peu de savoir si ça peut toujours convenir à, à nous, à notre espèce, à ce vaisseau humain que l'on emprunte. Euh, alors je sais aussi qu'il y a plein d'humains qui vivent en ville et qui apprécient et qui ont besoin de se sentir très entourés de gens. Donc peut-être que mon inquiétude est à relativiser, c'est-à-dire qu'il y aura toujours euh, une partie des gens qui ne seront pas dérangés par une promiscuité urbaine. Euh, pour ma part, j'aime bien cette énergie citadine, mais euh, j'apprécie aussi l'équilibrer avec cette sensation de, de découvrir et de former aussi des environnements en le parcourant, en plaçant des objets, en déplaçant des ressources présentes sur les lieux. On peut façonner l'environnement. Et du coup, euh, je me dis, bon, l'humain, c'était un chasseur-cueilleur qui avait besoin de beaucoup se déplacer euh, pour se nourrir, mais du coup, ça a sans doute sélectionné aussi les traits de caractère de découverte et voilà, de marche, d'observation, de s'ouvrir les sens à ce qui se passe quand on est entouré de choses non contrôlées par les humains, de nature. Et donc, il n'y a qu'à voir le fait que on a des problèmes d'articulation et tout parce qu'on se déplace pas assez. C'est ancré dans les humains d'être mobile. Après, ça fait peut-être 5000 ou 10 000 ans, peut-être même un peu plus pour les premières formes de sédentarité. Là, je spécule au-delà de
ces milliers d'années. Mais après, il y a aussi l'humain qui façonne du coup son environnement, l'environnement dans lequel il finit par se poser. Et donc, je pense aussi qu'il y a un début de sélection sur le désir de créer des choses plus vivantes, plus productives avec les milieux naturels. Sauf que par souci de simplicité, on a poussé un peu ça à l'extrême en simplifiant d'une part nos environnements pour réduire les pain points, les points pénibles dans lesquels on passait beaucoup de ressources, comme pour se déplacer notamment, mais au détriment de l'interactivité, de la fertilité de ces lieux. Donc on a optimisé le transport de certaines ressources et énergies, ce qui crée des environnements très productifs parce qu'on peut dépenser une quantité de calories sous toutes ses formes jamais vues auparavant par des humains. Et par contre, donc tout ceci est un peu hors sol dans la mesure où d'une part c'est pas soutenable. Ces ressources et énergies qui transitent sont soit des ressources qui s'épuisent dans le temps, euh, soit des ressources qui nécessitent des ressources qui s'épuisent dans le temps pour être déplacées. Et d'autre part, elle est, je considère, hors sol parce que j'ai la sensation que, comme une plante, comme un animal, etc., on se nourrit des motifs, de ce qu'émet notre environnement en termes de répétition, de beauté, d'harmonie. Et à force de créer des environnements optimisés pour le transit de certaines énergies, il y a plus cette énergie, en tout cas moins, elle est reproduite dans des monuments, dans des façades, dans des formes d'expression. Mais elle est à mon avis pardon, moins riche que ce que tu peux trouver dans un environnement naturel qui est farci de millions, de milliards de petites choses qui te permettent de saisir d'une part des mécanismes primordiaux de la vie et aussi qui te permettent de connecter des choses et de créer des nouvelles idées, de nouvelles expressions par l'art. Sauf qu'à vivre dans un environnement qui est uniquement créé par les humains, je pense qu'on épuise ces motifs qu'on a pu trouver parce que ces motifs viennent de la nature. Ensuite, ils vivent en ville où ils sont déconnectés de la nature et là, il y a des individus qui vont se nourrir uniquement de ces motifs qui ont été extraits mais qui ne vivent plus. Et euh, je pense que s'opère alors une sorte de dégénérescence des motifs de, de la vie, de comment on vit sa vie, euh, et aussi de l'imagination. Ce que je veux dire par des environnements pas fertiles, des environnements stériles, c'est aussi qu'on peut très difficilement les transformer. Pour faire ne serait-ce qu'une peinture sur un mur, il faut solliciter des copropriétés, des municipalités, faire interagir des centaines de personnes presque. Donc pour des projets un peu plus sur des plus grandes surfaces en ville, c'est l'enfer. Alors que quand tu as un terrain, tu peux façonner des choses et tester des choses. Tu as un feedback qui est plus lent qu'avec des humains. Tu as des données qui sont beaucoup moins explicites, mais qui sont aussi beaucoup plus riches. Et donc, pour faire le lien avec ce deuxième humain qui vit à l'intérieur de nous, cet humain sédentaire, agriculteur, je pense aussi que comme on a besoin de se mouvoir et de découvrir pour satisfaire
notre humain nomade et chasseur-cueilleur, il faut aussi avoir cet environnement qu'on sent croître avec nos actions. Et moi, j'ai commencé avec un petit potager. J'ai eu l'occasion d'acheter un terrain qui, à l'époque, m'a semblé un peu grand pour l'énergie et les connaissances que j'avais. Mais je pense que fondamentalement, à terme, c'est plusieurs hectares, plusieurs dizaines d'hectares que un individu devrait pouvoir explorer, façonner. Alors peut-être qu'il y a moyen de mettre en commun certains de ces hectares, les moins exploités, mais alors tu perds ce côté un peu sanctuaire, quoi. Il y a d'autres personnes qui rentrent sur ton territoire que tu empruntes, que tu possèdes pas, et du coup ça casse un peu ce côté jardin privé. Et alors on peut dire, voilà, peut-être qu'un humain il a besoin de 5 hectares avec un hectare privé pour se sentir bien. Mais même avec ce calcul, est-ce qu'il y aurait assez de place dans toute la nature qui peut être, qui peut accueillir la vie, qui peut accueillir des humains, qui est donc pas trop extrême? Est-ce qu'il y a assez de kilomètres carrés pour combler les besoins de 7, 8, 10 milliards d'individus? Voilà, question ouverte.